Dans cette vidéo, nous allons étudier la scène d'exposition d'Antigone de Jean Anouilh. Dans cette première scène de la pièce, c'est le prologue qui prend en charge la parole. Habituellement, le prologue est un court texte explicatif que l'on trouve avant une œuvre pour donner les indications utiles pour comprendre le contexte de l'histoire. Ici, le prologue est personnifié puisqu'il devient personnage. Le prologue se détache et s'avance. Il s'adresse directement au spectateur, comme cela est indiqué dès la première phrase du texte par l'emploi du pronom personnel complément « vous » dans « Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone ». Cette scène d'exposition va donc permettre au prologue de nous présenter les personnages par ordre de proximité avec Antigone. Personnage central de la pièce dont elle porte le nom, Antigone est opposée dès les premières minutes à sa sœur Ismène, dont elle présente le négatif. La petite maigre, la maigre jeune fille noiraude et renfermée, elle est le contraire de la jeune héroïne, tandis qu'Ismène semble être parfaite pour le rôle, la blonde, la belle, l'heureuse Ismène. Face à elle, Créon et le roi de Thèbes, c'est un homme robuste, aux cheveux blancs, mais fatigué. On nous présente aussi les événements qui ont mené à la situation présente. Les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville, et le refus de Créon de donner une sépulture à Polynice. La pièce commence donc alors que la tragédie est déjà nouée. Dès ce début, Antigone est présentée comme un personnage qui va se révolter et se dresser seul en face du monde. On comprend donc qu'Antigone est destinée à la mort. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Le prologue annonce aussi, dès le début de la pièce, la mort d'Hémon et d'Eurydice. Il utilise pour cela le temps verbal du futur et le champ lexical de la mort. Elle pense qu'elle va mourir. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Hémon. Elle tricotera jusqu'à ce que son tour vienne de mourir. Le mythe d'Antigone est déjà connu du spectateur. L'objectif du dramaturge n'est donc pas de créer un suspense dans cette pièce, mais de dévoiler le mécanisme qui va irrémédiablement mener les personnages vers leur destin fatal, c'est-à-dire voir comment Antigone va lutter ou cesser de lutter, comme l'annonce le prologue. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Jean Anouilh donne un caractère intemporel à cette lutte en intégrant des anachronismes à cette pièce antique comme l'évocation du bal, les gardes qui jouent aux cartes, Créon qui flâne chez les petits antiquaires, l'utilisation d'un niveau de langue courant ou familier par certains moments. Noiraude, Rougeot, il a été trouvé Antigone, ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde, le vaurien, le voyou, etc. Ce caractère intemporel est d'ailleurs encore accentué dans la mise en scène de Nicolas Briançon en 2003 à travers l'emploi brouillé des costumes qui font référence à différentes époques modernes ou dans l'utilisation futuriste d'ordinateurs portables de la part des gardes. En conclusion, nous avons affaire à une première scène d'exposition in medias res, c'est-à-dire qui commence alors que la tragédie est déjà nouée. Typique du genre par la présentation des personnages, la narration des événements qui précèdent et l'annonce du destin tragique de ces personnages. Mais Jean Anouilh modernise sa composition à l'aide d'anachronismes et d'un niveau de langue courant ou familier qui n'est pas du tout celui utilisé habituellement par la tragédie classique.